Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va du coup animer ce soir une conférence sur le sujet des réseaux sociaux et de la publicité avec Johan qui est ici. Bonsoir. Et Tristan qui est tout au fond là-bas, caché. Avec le témoignage de Jean-Michel devant qui tout à l'heure viendra nous expliquer son usage des réseaux sociaux. Tout le monde utilise les réseaux sociaux dans son activité? Oui. Non? Non. Aucun réseau social? Ok. Non, c'est bien, c'est bien. Au moins, ce sera utile à une personne peut-être. C'est ça, au moins on apportera des informations pour au moins une personne. Le président, tu n'as pas le droit de dire ça. Qui utilise les réseaux sociaux de manière quotidienne ici? Ok, donc là déjà on commence à écrémer un petit peu, effectivement. Vous utilisez à titre professionnel, vous utilisez les réseaux sociaux, vraiment un seul réseau social, plusieurs à titre professionnel? Un seul. Qui en utilise qu'un seul à titre professionnel? Ok, lequel? LinkedIn. Ok. Super, bon, au moins ça permet déjà de voir un peu les profils. Il y a plusieurs façons d'utiliser les réseaux sociaux. On ne va pas faire un focus sur un réseau social en particulier. Pour rappeler, ici on est dans une suite de plusieurs conférences. La première était très globale sur comment aller vers le digital et aller sur Internet. La seconde était orientée sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on va être orienté sur les réseaux sociaux en règle générale. L'idée, c'est de vous apprendre des éléments qui sont constants, quel que soit le support actuel et futur. Et il y aura 2 autres ateliers à la fin de l'année qui seront plutôt pratico-pratiques, c'est le principe d'un atelier, autour d'Instagram et de LinkedIn. Donc là, on ne va pas faire un focus sur un seul réseau social, mais c'est plutôt donner des clés pour l'utiliser à titre professionnel, les utiliser à titre professionnel. Et donc moi, je vais commencer par donner une vue d'ensemble. Johan va donner sa vision, puisque tu l'expliqueras mieux que moi, mais toi, tu en construis un. Exactement. Je vais en parler voilà, tout particulièrement, mais il y a d'autres personnes qui vont aussi intervenir. Donc Jean-Michel qui va intervenir dès le début aussi pour nous montrer comment lui utilise les réseaux sociaux, parce que c'est important d'avoir des personnes qui vous montrent comment ils l'utilisent dans leur quotidien. Tout à fait. Et Tristan, qui fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, viendra nous donner quelques clés. On vous parlera aussi des outils, parce qu'il y a des outils qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Si vous en avez aussi, vous pouvez en parler. Le but c'est aussi que ça soit un échange, donc n'hésitez pas à donner des outils si vous en avez, par exemple, que vous utilisez, parce que voilà, ça peut apporter à d'autres des petits conseils intéressants. Tout à fait. Dans le format, on ne sera pas sur un monologue d'une heure avec 30 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à nous couper à tout moment si vous avez des remarques, si vous avez des questions. C'est plutôt dans cette logique que nous sommes. Alors, je vais commencer par faire un petit peu de contexte sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais avant, il y a fort longtemps, il n'existait pas Internet. C'est une période que certains ici ont connue. On ne les citera pas, mais ils sont essentiellement devant. Oui, j'espère que vous entendez bien, sinon on peut monter le micro. C'est bon? Donc, pour les personnes qui ont connu cette période avant Internet, qui a existé, moi je ne connais pas ça. Cette période avant Internet, il y avait forcément déjà de la communication qui existait, et les entreprises allaient à la rencontre des gens via cette communication, et c'était des morceaux d'arbres découpés, on appelle ça des journaux ou des flyers, où on imprimait des informations dessus, on les envoyait chez les gens, soit on les distribuait, bref, un monde formidable. Et il y avait également des solutions, un truc où on passe de la musique, ça s'appelle la radio, et on pouvait diffuser de la publicité. Donc on envoyait en tout cas de l'information, ça marchait également avec
avec comment dire, des chaînes de télé qui diffusaient l'information, mais on avait quand même, pour pouvoir communiquer et atteindre sa cible, ça pouvait demander un certain budget. Et en tout cas, ça demandait une bonne préparation. Et ça avait tout le temps la même logique qui était, on a une entreprise, ou on a eu un entrepreneur, et on envoie une information ciblée, plus ou moins, si on allait dans un journal professionnel, on allait cibler tel professionnel, mais ciblé plus ou moins. Ciblé plus ou moins, et la personne en face recevait l'information. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Ça existe toujours. Ça existe toujours, mais c'était uniquement ça avant. C'était uniquement dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire. Donc effectivement, aujourd'hui, encore, il y a des gens qui continuent à écrire du papier sur des arbres, écrire des informations sur des arbres, et à le distribuer. Et encore avant, c'était sur de la pierre. Mais l'idée était d'aller vers les autres et d'envoyer une information. La personne en face de vous recevait cette information-là et elle la traitait au pire avec son cercle proche, qui était relativement restreint par rapport à aujourd'hui. Il y a eu donc l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. On s'est retrouvé un temps avec, on va dire, une certaine égalité dans la communication, puisque les personnes physiques, les consommateurs, pouvaient, je parle encore au passé, mais même si on continue à le faire aujourd'hui, à cette époque-là, pouvaient se remettre au même niveau que la marque et plutôt être dans une logique de dialogue. C'est-à-dire que j'envoyais une information ou j'envoie une information sur Facebook et en face de moi, je vais avoir un dialogue qui va s'ouvrir et dans ce cas-là, je viens plutôt discuter avec mon consommateur. Là, c'est à peu près la démarche que l'on a eue jusqu'à il y a encore quelques années. Et on se disait, voilà, le consommateur a le pouvoir. Je pense que vous avez déjà vu des gens râler et aller interpeller une marque, pas mal sur les voyages, sur les banques, pour dire, tiens, SNCF, il y a une grève et je ne comprends pas, mon train n'est pas arrivé, comment je me fais rembourser? Donc on prend à témoin cette marque qui vient faire un exercice de communication, mais une communication qui est dans le dialogue. Aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux a encore évolué. On va sur une logique d'influence où en fait les gens sont de plus en plus authentiques. Alors je ne parle pas forcément des entreprises, mais les gens sont de plus en plus authentiques, parlent et fédèrent des gens qui leur ressemblent autour d'eux et qui viennent suivre un peu ce qu'ils vont publier. Alors que ce soit, quel que soit le contenu, que ce soit de l'information métier, que ce soit des photos, que ce soit sa vie quotidienne, bref, on va fédérer des gens qui veulent nous suivre. Et donc, on commence à avoir une influence sur une communauté qui nous fédère. Et les entreprises, aujourd'hui, sont en train de muter de plus en plus, entreprises, entrepreneurs, sont en train de muter de plus en plus dans cette logique de se dire on va être une sorte de mini-média et on va regrouper autour de nous des personnes qui vont nous ressembler et on va exercer une influence dessus sur des sujets divers et variés. Là, je vais demander à Jean-Michel de nous expliquer un peu comment il utilise les réseaux sociaux puisqu'on est dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux juste présenter ton activité rapidement? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une société de conseil et d'accompagnement RH et recrutement pour les TPE et PME. On existe depuis 5 ans maintenant sur 2 agences, une à Rennes et une à Saint-Malo. Parfait. Donc, ton domaine d'expertise, c'est les ressources humaines. Exactement. Et on a pris comme exemple ici ton compte Twitter. Perso. Alors, perso, c'est marrant du coup perso, parce que perso, je vois écrit en gros ta marque. Le site internet que l'on voit, qui est un peu flou ici, mais c'est quand même le nom de l'entreprise. En quoi c'est perso? C'est perso dans le sens où ce n'est pas le site institutionnel. On a un compte Twitter institutionnel là, qui est piloté ou par moi ou par ma chargée de com. Là, sur ce on peut le mettre compte
le compte d'entreprise. Sur ce compte perso, ici, je vais tweeter aussi bien des choses. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait regarder. Hein, il y a 2 minutes, j'ai tweeté sur le fait que la conf allait commencer. J'ai eu un petit échange avec le Stade Rennais à propos du transfert d'un joueur que j'ai absolument pas envie de voir partir. Je me suis fighté avec quelqu'un qui a une opinion qui me semblait vraiment mais très éloignée de nos valeurs. Et j'ai pas pu m'empêcher de réagir. Et du coup, en fait, ce compte perso, qui est un peu brandé, effectivement, mais qui reste mon compte à moi, me permet d'avoir une liberté un peu plus grande que la liberté de ton qu'on a autrement sur notre compte d'entreprise. Tout à fait. Alors là, on voit ton compte d'entreprise. Sur le compte entreprise, donc là, pour le coup, il y a plus les messages qu'on a diffusés. Tout à l'heure, on a tweeté le fait que c'est la première bougie de notre agence Saint-Malo aujourd'hui, le 5 juin. Donc on était plutôt contents. Des informations, autrement, on tweet ou retweet du contenu qu'on a produit nous-mêmes ou du contenu qu'on lit à longueur de journée et qu'on trouve intéressant. L'idée, dans ces cas-là, étant de ne pas s'approprier le contenu, bien entendu, mais de bien citer les gens qu'on retweet. Et comme tout à l'heure tu disais, Alexandre, on tweet dans un cercle qui est pas si ouvert que ça, parce que tout le monde a accès à Twitter et tout le monde, par rebond, peut avoir accès à une information qu'on a publiée. Mais, par exemple, nous tweetons et retweetons avec application tous les tweets d'Instagram. La plupart des membres du CCRE, on est abonné à leur compte et on est assez actif sur le fait de retweeter parce que là, on se dit qu'on a une communauté qui s'appelle le CCRE ou dans d'autres réseaux professionnels dont on peut faire partie. On se dit que plus on se tweet, plus on se retweet, alors peut-être qu'on a tort, mais et plus on a des chances d'être visibles les uns les autres. Et puis a priori, si on gagne en visibilité et si nos messages passent, on a sans doute plus de chances d'être écouté, d'être entendu et peut-être même d'être contacté. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire, voilà, là, il y a un compte qui est image de marque de l'entreprise, qui est effectivement très institutionnel. Et à côté de ça, il y a quand même un compte, si on retourne en arrière, il y a quand même un compte qui est toujours marque MRHQ, mais à ton nom, où tu t'exprimes assez librement. À titre perso. Alors, à titre individuel, mais public, du coup. Oui, mais quand c'est personnel, c'est-à-dire que les tweets n'engagent que moi, ils n'engagent pas MRHQ. Pour autant, là, tu parles, alors si on descend un peu dans les tweets, pour autant, là, tu vas parler de l'événement maintenant. Ouais. Si on descend encore un petit peu, on va tomber, tu as retweeté un de mes tweets. Encore, dis donc. Ouais. Effectivement, c'est une déclaration d'amour. Ouais. Là, j'ai retweeté un tweet qu'on a fait dans la journée. Si on descend encore un petit peu. Donc là, on a de l'alimentation. Ouais. Voilà, il y a effectivement des... Alors là, on va s'arrêter là. On s'arrête là. Ce qui est assez drôle, c'est que ça parle quand même de ton boulot, là. Ouais, ça parle quand même de mon boulot, effectivement, mais... C'est du perso-boulot. Mais c'est du perso-boulot, mais avec un ton un peu différent de celui qu'on a sur MRHQ. C'est-à-dire que sur MRHQ, on ne fait pas de politique. On essaie de ne pas trop se faire d'ennemis. Alors on a des avis tranchés, qui ne nous empêchent pas d'avoir des avis tranchés pour autant. Mais là, concrètement, quand je tweete quelque chose... Alors il faudrait effectivement peut-être revoir la page d'accueil de mon compte. Merci d'avoir attiré mon attention sur ce sujet. Mais sur ce compte-là, quand je vois un message politique qui ne me plaît pas, je réponds. Quand je vois quand je vois un message politique que j'aime, alors je peux approuver, partager, mais ce qu'on se refuse de faire complètement sur le compte MRHQ. Et moi, ce que j'apprécie, c'est le tweet du 23 mai. Là. Je veux bien que tu cliques dessus, s'il te plaît, Tristan. Moi, c'est un tweet que j'ai vu passer, que j'ai même liké. J'ai apprécié parce que là, on est sur ton métier. C'est un truc que tu n'aurais pas fait tu n'aurais pas écrit, en tout cas sur ce ton-là, avec le compte de l'entreprise. Pour autant, là, quand on te connaît un petit peu, on sait que c'est toi qui l'as écrit, on ne doute pas une seule seconde. C'est ton ton, c'est ta personnalité. Et c'est ça aussi qui fonctionne dans les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, on suit des gens et des personnalités, en fait. Et c'est en ça où... Enfin voilà, moi j'aime bien l'usage que tu as des réseaux sociaux que tu fais avec ton compte alors perso, je mets des gros guillemets quand même, individuel, parce que c'est vraiment toi, en fait. Et c'est authentique. Et ça, c'est une clé de l'usage des réseaux sociaux
que j'aimerais que vous compreniez. C'est pour ça qu'on a demandé à Jean-Michel de témoigner. C'est parce que, en fait, les gens cherchent l'authenticité et vous allez attirer des gens qui vous ressemblent ou qui adhèrent en tout cas pas forcément à vos positions tout le temps, mais qui adhèrent en tout cas à votre façon de raisonner. Et là, clairement, ce message était intéressant dans le sens où on est sur je crois que c'est une demoiselle. C'est une demoiselle c'est une jeune femme qui retweet, qui publie une conversation que sa sœur, qui cherchait un boulot, a eu par texto, et lors de laquelle le recruteur la drague de façon très ouverte, à base d'invitations vraiment, mais très lourdingues. Si tu veux avoir ce poste, bah écoute, on dîne ensemble ce soir et on verra après comment ça se passe. La jeune demoiselle était forcément scandalisée et était en plein doute aussi. Elle se demandait si elle n'avait pas elle-même engendré ces comportements et elle se demandait si tous les recruteurs étaient des gros cons. Mais en l'occurrence, moi je pense pas et je l'ai dit. Voilà. Ouais, et ça c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un avis en tout cas qui est très authentique et c'est important d'être authentique sur les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment la première chose qu'il est important de comprendre, c'est que vous allez avoir une influence et vous allez délivrer un message uniquement si vous êtes authentique et pas si vous êtes purement à véhiculer une image de marque en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des positions politiques, ça ne veut pas dire qu'il faut être engagé, mais être authentique, c'est quand même dire ce que l'on pense de manière courtoise toujours, mais le faire simplement. Si on regarde, tu as un compte également LinkedIn? On a un compte LinkedIn, alors j'ai un compte LinkedIn et l'entreprise a un compte LinkedIn. On a un compte Instagram, j'ai un compte Instagram. Et pareil pour Facebook, on a doublé les deux. Alors, toujours dans la même logique, si on va sur ton LinkedIn individuel. J'ai passé code. On n'a pas encore craqué tous les mots de passe. Non mais si tu vas sur mon... Mais Jean-Michel, En général, je suis en tête des gens. il n'y a pas 50... Bocuse? Non, c'est... Bocuse. Non, c'est pas celui-là, je suis désolé, il y a un C, celui-là c'est un B-O-Q-U-E-T. On va descendre un petit peu, voir un peu ce que tu diffuses. Si on met voir toute l'activité, l'autre, ouais. Là, du coup, quelle différence tu as avec Twitter? Alors, il y a du partage d'informations aussi. Là, en l'occurrence, on a retweeté un certain nombre, on a partagé un certain nombre d'informations, notamment sur cette conférence. Mais sur LinkedIn, on est plus sur le développement de contenu. On va plus rédiger, nous, des articles, moi, des articles, ou republier du contenu, mais plus long. Twitter, c'est vraiment, j'ai l'impression, l'autre utilisation de Twitter, c'est pour un message flash, parce que s'il faut faire un site tweet pour pouvoir diffuser un message, ça n'a pas forcément d'intérêt. Dingue, d'autant que, vous le sauriez bien mieux que moi, mais j'ai l'impression que l'espérance de vie d'un tweet est bien plus courte, en tout cas sur ce qu'elle s'affiche à l'écran, bien plus courte qu'un post LinkedIn. Il y a beaucoup plus de diffusion d'informations, de posts sur Twitter que sur LinkedIn. Voilà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes. Là, on va retweeter nos offres d'emploi, on va partager nos offres d'emploi et toujours avoir une attention particulière à notre écosystème pour bien faire en sorte de partager, parce qu'à un moment donné aussi, si on veut que nos contenus soient lus et partagés, il faut lire et partager. C'est très important, parce que nous, on n'a pas cherché à avoir des comptes avec des milliers d'abonnés. Peut-être que vous allez en dire deux mots aussi, mais ça c'est pas le plus compliqué du monde. Il y a des robots aujourd'hui qui permettent de s'acheter ou de générer pas mal de... Nous, ça n'a jamais été notre truc. On veut des abonnés qualifiés et on s'abonne à des gens auxquels on a envie de s'abonner, pas parce que c'est la hype de s'abonner à eux.
Et voilà, on essaie d'adapter nos contenus vraiment sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook, parce qu'on ne publie pas du tout les mêmes choses sur Instagram, on est vraiment dans l'instantané, c'est le principe de son... Et avec une photo, en général, on essaie de les faire jolies. Voilà l'usage qu'on en fait, et vraiment on essaie de... Et je trouve, moi, très confortable d'avoir à chaque fois ce double profil. Alors j'ai donc les 8 profils, plus d'autres d'ailleurs, pour d'autres activités en accès direct, mais je trouve ça très confortable d'avoir ces doubles profils, institutionnels et plus individuels, parce que ça me permet d'avoir une double liberté de ton en fait, parce que si on relit le tweet que j'ai fait, qui est assez clair, sur laquelle ma position est assez claire concernant ce recruteur, il est très proche de l'idée qu'on a chez MRHQ aussi, de ce type de recruteur. Mais on ne se serait pas autorisé à le faire directement sur notre compte institutionnel. Moi, je vais prendre un élément. Alors là, toi, tu es dirigeant, comme moi. Tu as une liberté qui est quand même un peu plus grande qu'un salarié. Je vais prendre un autre exemple de tweet. On ne va pas le chercher parce que c'est un peu long, mais il y a quelqu'un qui travaille pour le moteur de recherche Quant, qui est un concurrent de Google français, pour faire simple, et qui a partagé une position politique, personnelle, propre à lui. Et en fait, il y a quelqu'un qui a mentionné le dirigeant de Quant en lui disant « mais vous n'avez pas honte que votre salarié pense ça ?» Et le dirigeant a répondu une réponse que moi j'aurais pu faire et que j'ai trouvé très amusante, qui est de dire on ne partage pas son avis, enfin moi je ne partage pas son avis personnellement, mais il a le droit de dire des conneries. Et ça n'engage pas l'entreprise, parce qu'effectivement il y a le côté institutionnel et enfin, voilà, il a le droit de penser ce qu'il veut, et même si on n'est pas d'accord avec. C'était avec son compte perso ou son compte? Et c'était compte perso, ouais, enfin individuel. Oui, mais individuel, parce que l'année dernière, moi j'ai eu quelques soucis avec le compte institutionnel d'une association qui peut accompagner la création d'entreprise, qui est basée sur Rennes en Bretagne, dont le community manager avait tweeté avec le compte de l'organisation des choses très favorables à un parti politique. Alors oui, là c'est différent effectivement. Que j'aime pas du tout. Et là pour le coup, je l'avais tagué et il faut faire super attention parce que même si on fait une erreur comme ça, par exemple, si moi je donne mon avis avec le site institutionnel MRHQ, il suffit et que je me trompe et que je l'enlève très rapidement, il est très possible que quelqu'un ait pris une copie d'écran et le rediffuse. Alors là, c'est... Mais je parlais bien, effectivement, tu as raison de le préciser. Il y a une grosse différence entre parler au nom d'une marque et parler en son nom propre, même si il est une notoriété publique, on travaille pour cette entreprise. En tout cas, il ne me viendrait pas à l'esprit de sanctionner des idées que je ne partage pas d'un de mes salariés qui aurait diffusé une information sur son compte individuel, et même s'il y a écrit en gros Insaniam quelque part. En revanche, si quelqu'un tweet au nom d'Insaniam quelque chose qui ne correspond pas à la marque, aux valeurs que vous avez, je pense que... Là, je gérerais différemment, effectivement. Oui, tout à fait. Et en tout cas, merci pour ton témoignage. Ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres la porte à la suite avec deux notions qui sont celles de la durée de vie d'un tweet et des différents réseaux. Oui, c'est possible. Je voudrais savoir combien de temps, parce que là, il y a ouais. 8 comptes. Combien de temps par jour? Moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est une question hyper intéressante. Je laisserai Johan y répondre tout à l'heure. Je ne vais pas y répondre tout de suite. C'est Johan qui va y répondre, mais il faut savoir un truc, c'est que là, aujourd'hui, on est dans la logique d'animer une conférence qui concerne, vous êtes tous des TPE, PME, et vous avez tous des journées, je pense, bien remplies. Et l'idée, c'est pas de vous dire, passer 4 heures par jour à animer ça. C'est pas le but. Donc on vous donnera des outils tout à l'heure, mais... On vous donnera des outils, alors on peut dire quand même quelque chose. Un peu de suspense. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord. Sinon tout le monde va partir tout de suite si on donne des outils. Mais on va pas parler d'outils. On va pas parler d'outils tout de suite, mais on va parler aussi quand même de l'usage
la régularité est très importante, il faut être régulier. Et comme dans toutes les activités, on a beaucoup d'activités dans notre entreprise, le but c'est d'être régulier et de temps en temps de trouver des petits moments où on peut le faire régulièrement. Et sur des moments de pause, voilà, et des moments où on fait des choses un peu inutiles dans notre vie aussi. Et c'est essayer d'apporter une utilité à l'usage des réseaux sociaux pour notre entreprise. Et donc du coup, c'est d'être régulier et de le faire un petit peu à chaque moment. Voilà, et ça c'est à chacun de trouver ce petit moment dans sa journée de travail. Mais on verra les outils pour gagner du temps tout à l'heure. Oui. Et qui influe sur qui en fin de compte? Parce que si on a un post qui fait une répercussion sur le compte perso, est-ce que ça va faire une répercussion sur le compte pro? Parce qu'on a vu le post choc, et du coup on se dit bah tiens on va s'intéresser à cette entreprise-là. Est-ce que, à contrario, c'est nocif pour l'entreprise? Parce que s'il y a un poste avec des idées importantes, est-ce qu'on va se dire bah non, je sais que c'est le dirigeant de cette entreprise-là, du coup je ne vais pas du tout aller voir cette entreprise-là. Bien sûr. Mais bien sûr que ça peut avoir un impact. Mais est-ce que l'on souhaite mettre des barrières? Moi, je ne pense pas. On est sur des entreprises, tous ici, encore une fois, des TPE, PME. On représente souvent quand même assez bien notre entreprise. Et à partir du moment qu'on souhaite s'exprimer, mais que ce soit sur des réseaux sociaux, mais également dans un dîner entre amis, s'il y a plusieurs personnes, à partir du moment qu'on donne son avis, dans tous les cas, on impacte l'image de l'entreprise. Alors, à partir de là, soit on décide de se taire, et c'est un choix, soit on décide d'aller communiquer sur Internet, mais dans ce cas-là, quitte à communiquer, autant être authentique, et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut pas avoir, par exemple, l'entreprise qui a le compte, mais avoir son compte personnel, mais qui est totalement indépendant? On ne recite pas l'entreprise. Oui, on pourrait avoir un pseudonyme, rien n'empêche d'avoir un pseudonyme dans ce cas-là. Du coup, là, c'est l'intérêt d'avoir deux comptes vraiment séparés. Mais on n'est plus dans l'usage, on est dans un usage personnel pour le coup. C'est-à-dire que si on met un pseudonyme, eh bien, dans ce cas-là, à partir de là, tout ce que l'on dira ne sera pas rattaché à l'entreprise. Alors attention, on n'est jamais anonyme, hein, même avec un pseudonyme. On peut remonter aux gens. Mais si on souhaite communiquer librement sans impacter son entreprise, mais là, c'est un usage personnel. Dans ce cas-là, il faut utiliser un pseudonyme ou autre solution dans ce genre. Je dirais même plus, il y a des personnes qui ont deux comptes perso. Qui ont un compte perso, où là, ils vont liker et aimer et faire ce qu'ils veulent avec peut-être un pseudonyme, voilà. Et ils ont un compte perso pro, on va dire, institutionnel. Et là, ils vont liker des choses qui sont en rapport avec leur entreprise, avec un ton. Et ils ont une liberté totale. Pareil, c'est plus de gestion au quotidien. Et c'est libre à vous. Après, il faut savoir que quand il y a l'opinion, est-ce qu'on va transférer, communiquer à travers les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'algorithme. Si vous avez un compte qui fait un peu des deux et vous allez faire un peu de perso et un peu de pro dessus, vous savez qu'après, dans l'algorithme du moteur de recherche du réseau social, et ben ça va avoir une influence dessus et donc forcément, pas forcément positif pour votre entreprise. De toute façon, la logique, elle est, je m'exprime, je représente dans tous les cas mon entreprise. Enfin, c'est à 18h, j'arrête pas de. Enfin, je me dis pas, tiens, il est 18h, je représente plus mon entreprise, je mets le manteau dans le bureau et je sors et je parle juste au nom d'Alexandre. Non, quel que soit l'endroit où je suis, si demain je vais avoir des propos odieux dans un endroit plus ou moins semi-public, c'est certain que ça va impacter mon entreprise. Il y a l'exemple, je crois que c'est Michel Augustin qui avait eu des positions extrêmes, voilà, sans aller plus loin, mais ça avait impacté, ça avait impacté la marque Michel Augustin parce que le dirigeant avait pris position. Mais c'est un choix, à partir du moment qu'on prend position, on impacte forcément son business. À l'ère avant Internet, celui que j'évoquais tout à l'heure, que moi j'ai pas connu puisque j'étais pas encore né, mais il y a les affaires, la période que je vais évoquer, c'était le cas. Si je prends l'exemple de Bernard Tapie qui a pris par exemple position de manière politique, qui s'est engagé dans la politique, il a été impacté économiquement ou enfin en tout cas d'un point de vue business. Le fait de mélanger des prises de position impacte forcément le côté business. Donc si on décide de s'exprimer, de donner son avis, d'être authentique et donc d'attirer des gens qui nous ressemblent, eh bien si on le fait au nom de son entreprise, forcément ça aura un impact. Mais quand on représente son entreprise, moi quand je parle en mon nom,
forcément, il y a une part qui impacte ma boîte. Et après, le choix que j'ai fait, moi, de ne pas avoir de pseudo, c'est parce que j'assume ce que je... Pardon, le choix que j'ai fait de ne pas avoir de pseudo, c'est parce que j'assume ce que je dis. Alors effectivement, c'est rattaché à... Enfin, ça se raccroche à un moment donné à l'entreprise. Mais si je choque des gens qui ne veulent pas travailler avec nous, c'est qu'ils ne partagent pas tout à fait les mêmes valeurs que nous. Donc de toute façon, on n'aura pas une envie folle de travailler avec eux. Donc voilà, c'est aussi le parti qu'on a pris. Moi, je ne suis pas très pseudo sur les réseaux sociaux. J'aime bien que les gens parlent en leur nom. C'est quand même beaucoup plus simple parce que quand on se cache derrière un pseudo, on peut dire beaucoup de conneries, beaucoup de saloperies, être très méchant, très gratuitement. Voilà, nous, moi en tout cas, j'assume le fait que ce soit en mon nom. Et puis, s'il y a des prises de position que les gens n'aiment pas, soit ils viennent discuter et on papote et ça peut être, on peut tomber d'accord, soit ils sont vraiment pas d'accord et du coup, on tombera jamais sur un terrain d'entente dans le boulot ou dans le perso. Donc, autant gagner du temps à la limite. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Oui, c'est clair. Je suis comme dans la vraie vie. Voilà. Donc, Et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est intéressant. Après, il y a des gens qui vont avoir une position très très lisse, comme dans la vraie vie. Et Après, ils vont, c'est un peu à côté politique. Hein, si on veut, voilà. Et c'est leur manière d'être, tant mieux. Après, il y a des personnes qui sont dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle, qui sont assez authentiques. Et donc, du coup, ça se retrace dans leur discours et dans leurs échanges avec les personnes jour après jour, que ce soit à travers l'entreprise ou à travers leur vie. Mais je ne vais pas vous cacher que, généralement, quand on est entrepreneur, notre vie perso se recoupe un peu avec la vie professionnelle. Et donc, en tout cas, ça, c'est la première leçon à tirer, c'est que l'usage aujourd'hui des réseaux sociaux et d'Internet doit être authentique, parce que dans tous les cas, on retrouvera un truc que vous avez mis 10 ans plus tard, rien n'est vraiment effacé, il y a des choses qui ressortent, et autant être authentique que jouer un rôle. Ça, c'est plutôt mon avis. Si on souhaite se protéger, moi j'ai rien contre l'utilisation, moi je le fais pas, mais j'ai rien contre l'utilisation du pseudonyme. Mais dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans l'usage à titre pro des réseaux sociaux. Et c'est pas l'objet de cette conférence en fait. L'objet là, c'est de dire comment moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, j'utilise les réseaux sociaux. Et le premier élément est donc de se dire j'ai une influence sur un écosystème qui m'entoure et qui me suit. Jean-Michel parlait de quantité tout à l'heure. En fait, ça n'a pas d'importance la quantité. Il n'y a pas que la quantité qui compte. Et en fait, ça a vraiment, ce qui a plus d'importance, c'est les liens avec les personnes qui vous suivent plutôt que le nombre de personnes qui vous suivent. Derrière chaque réseau, on va pas parler de chaque réseau individuellement. On brosse largement les différents réseaux, mais chaque réseau a sa durée de vie. Ça, c'est quand même important à maîtriser. On parlait tout à l'heure de Twitter, c'est quelques secondes. Si on va sur le Twitter des Échos, par exemple, sur le Twitter des Échos, le journal, il retweet la même information 50 fois dans la journée. C'est-à-dire que là, si on descend, on voit, il y a 35 secondes, là, par exemple, il y a un truc McDo, des nouvelles recettes McDo. Si on redescend plus loin, on va les retrouver. En fait, ils vont remettre plusieurs fois le même tweet, le même message, parce que la durée de vie d'un tweet est relativement faible. Là, on a le truc du train, on l'a vu plusieurs fois. Enfin bref, du coup, c'est eux, ils utilisent Twitter parce qu'ils savent que Twitter, la durée de vie d'un tweet est courte, et du coup, ils l'utilisent plusieurs fois. Derrière, oui. En gros, il y a une règle sur Twitter, enfin une règle. Moi, je fais du jeu vidéo, donc c'est un peu différent. Je dois toucher un très large public. Du coup, on a besoin d'être visible. Et donc, il faut tweeter. Les gens qui nous suivent sont des gens qui ont énormément de comptes. Ils ont 5000 comptes, ils suivent 5000 comptes. Du coup, c'est vrai que l'info, elle est vachement diffuse. Et moi, je me suis confronté à ça avec mon frère, notamment, qui lui ne suit que quelques comptes et qui a dit ouais, mais là, en ce moment, sur Twitter, vous spammez, vous envoyez des tweets régulièrement. C'est un peu vrai, mais en fait, c'est aussi pour qu'on soit visible. Parce que notre communauté, elle est hyper volatile. Et du coup, on est un peu dans un usage différent, un peu comme les Échos. Et en fait, il y a une petite règle qui dit, voilà, tu fais un tweet, tu le retweets, enfin tu le refais 1 heure après, et tu le refais 1 semaine après. Et c'est un peu ça, en gros, c'est pour être sûr que ton tweet soit vu, il faut le retweeter régulièrement, enfin il faut, non. C'est ceux qui veulent toucher un large public et qui savent que leur public suivent beaucoup de gens, comme les gros influenceurs
sur YouTube en fait. On est abonné, enfin je sais pas combien vous avez de chaînes YouTube, moi j'en ai, je sais pas, j'en ai 50 ou 60. Suivre tout le monde c'est compliqué, donc en fait c'est à celui qui va se faire voir le plus, et donc c'est les premiers tweets. Moi quand je reviens sur mon compte Twitter, je clique sur qui a tweeté dernièrement et je regarde les 10 derniers quoi. Mais j'en ai loupé en une heure, j'ai pu en louper 300 ou 400. Et donc voilà, mais c'est toujours pareil, c'est parce que le public qu'on cible est très large, c'est des millions de joueurs, et donc forcément, eux, on sait qu'ils suivent beaucoup de jeux vidéo, ils suivent beaucoup d'influenceurs aussi, et les influenceurs, d'ailleurs les concurrents qu'on a, c'est des Cyprien, c'est des Squeezie, c'est des gens qui tweetent quasiment toutes les 5 minutes quoi. Donc on est noyé. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit bémol sur ce que tu disais, où on n'a pas besoin de faut tweeter régulièrement. Par contre, ça c'est sûr qu'il y a une espèce de règle où si on a habitué notre communauté à avoir un tweet par mois, il faut aussi tenir. Mais donc voilà, il faut un peu juste trouver qui est ta cible. Et quand on est en B2C, c'est vrai que la cible est souvent plus large, surtout nous, dans notre domaine, c'est worldwide, et du coup ça a besoin de toucher beaucoup de monde. Tout à fait. Et sur d'autres réseaux, il n'est pas rare que sur LinkedIn, on revoit passer un tweet un post sur LinkedIn qu'on le revoit passer plusieurs jours plus tard, alors que sur Twitter, c'est impossible de revoir passer quelque chose qui a été diffusé il y a plusieurs jours. Donc il faut prendre ça en compte. Si on va sur YouTube aujourd'hui, là, et qu'on tape dans le moteur de recherche YouTube, qu'on tape recrutement par exemple, ou comment recruter. Voilà. Du coup, ça dépend de tes intérêts. Là alors, comment recruter, point. Là, on regarde et on voit qu'on a des vidéos qui ont été publiées il y a 5 ans, 4 ans, 1 an. La vidéo, du coup, on est sur des durées de vie qui vont être beaucoup plus longues. Et donc voilà, en tout cas, alors je considère YouTube comme un réseau social. Chaque réseau social a une durée de vie différente et il faut aussi savoir en user. Twitter, c'est le plus éphémère. YouTube, c'est celui qui a une durée de vie plus longue. Et entre les deux, on va retrouver Facebook qui est un peu plus court et LinkedIn qui est plus professionnel. Donc on sait que les professionnels, ils passent pas en théorie leur journée dessus. Après, on peut utiliser également les réseaux sociaux différemment. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, avec Twitter, je vais envoyer pas mal d'informations de type ma veille. Sur Facebook, je vais communiquer sur mon équipe, par exemple. Nous, on a un usage dans Insaniam d'Instagram qui est propre à nous. Si tu vas sur Instagram maintenant et que tu regardes comment nous, on utilise Instagram. Alors, nous, on n'a pas de produit. On fait du conseil en stratégie autour du web. Et comment ? Parce que tu habites ça rattaché à Instagram et rattaché à Facebook. Et WhatsApp, c'est pour information. Donc, si tu tapes Insaniam, le premier. Hop. Donc, et donc, voilà. Et donc là, automatiquement, nous, l'usage qu'on a d'Insaniam, c'est de faire voyager notre Hermine, qui est notre logo. Et c'est le seul usage. Alors, en priorité, moi, ça m'amuse. Voilà. C'est la priorité. Et en fait, en faisant des trucs qui m'amusent et qui amusent, je ne suis pas le seul que ça amuse, ça amuse aussi les personnes de notre équipe, au final, ça amuse aussi les autres. Bon, voilà. Et donc, les gens nous suivent comme ça. Alors, c'est la communication qui est plutôt soft, parce qu'on ne diffuse aucune information. Une hermine avec un écureuil, a priori, ça ne donne aucune information. Sauf qu'en réalité, elle était à Londres et il y a quelques jours, on a ouvert notre filiale à Londres. Donc, il y a un message quand même derrière. Mais ce message, il se fait différemment, il se fait par l'image. Et pourtant, on vend du virtuel. Voilà. Donc, chacun peut s'approprier les réseaux comme il le souhaite également. Ça, c'est important. Donc, si je résume jusqu'à maintenant, on a dit authenticité de préférence. Vous êtes forcément, par votre position de dirigeant, influenceur. Donc, ayez bien cette responsabilité si vous n'utilisez pas de pseudonyme. Et donc, si vous communiquez à titre professionnel, même si c'est individuel, soyez authentique.
Ne visez pas à toucher forcément à acheter des likes ou à faire des manipulations comme ça. Cherchez à avoir des gens qui vous ressemblent autour de vous, même si vous visez la masse. Je pense qu'il ne viendrait jamais à l'esprit d'aller acheter un robot qui le fait. Par contre, tu diffuses plus souvent, c'est la fréquence. Derrière, donc, une fois que vous êtes authentique, n'hésitez pas à dialoguer avec les gens, à donner votre avis, à être dans le débat et dans l'ouverture d'esprit, et à savoir utiliser les réseaux sociaux tant sur la partie délai de vie d'un post que sur l'usage. Vous allez mettre sur YouTube des vidéos, vous allez mettre sur Instagram des photos et des petites vidéos, vous allez mettre des messages très courts sur Twitter, etc. Sachez juste utiliser le média pour ce qu'il est et pour ce qu'il est fait. À côté de ça, maintenant, Johan va pouvoir expliquer un peu sa vision, lui, des réseaux sociaux et ce qu'il entend par... comment, lui, il souhaite donner un rôle à ces réseaux et les animer. Bon, certains me connaissent ici, donc je suis fondateur de WeBoss, qui est l'annuaire 2.0 des indépendants et petites entreprises, que j'ai lancé à Rennes il y a peu de temps. Tiens, je vais prendre la zapette au pire. Ce sera plus facile. Pour moi. Ok. Donc, on a créé cet annuaire 2.0 des indépendants pour répondre à l'exclusion du web des petites entreprises. On a parlé des sites et du référencement dans un précédent article, mais vous savez qu'aujourd'hui en France, vous avez 90% des entreprises en France sont des entreprises de moins de 2 salariés, 95% des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, on a une économie locale qui est très très forte, contrairement à sa représentation sur le web aujourd'hui. Parce que là on parle de réseaux sociaux, on vous donne plein d'outils, on parle de beaucoup de choses pour être visible sur le web. Mais il y a plein d'outils, mais il y a une présence qui n'est pas forcément importante des petites entreprises. Pourquoi? Parce que vous êtes entrepreneur, vous courez partout, on en parlait tout à l'heure. Vous n'avez pas forcément des gros moyens financiers, et surtout quand vous lancez, et vous devez les attribuer au bon endroit, faire attention à votre trésorerie notamment. Et puis vous n'avez pas forcément les compétences technologiques, parce qu'on a parlé du web, on a parlé des sites internet dans un précédent atelier, dans une précédente conférence. Mais il y a une forte exclusion du web aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs de petite taille n'ont pas de site internet. Et quand ils en ont un, parce que vous pouvez en avoir un qui a été fait sur la plateforme, voilà, il n'est pas forcément toujours efficace, ou en tout cas suffisant. Parce que mal référencé, pas mis à jour. Vous voyez déjà votre site internet doit être responsive, c'est problématique. Et puis parce que le site internet, ça ne suffit pas. Parce que vous devez aller démarcher, vous devez faire d'autres actions autour. On vous parle des réseaux sociaux. C'est très important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a des fortes problématiques à ce niveau-là. Et en tant que consommateur, aujourd'hui, on est tous utilisateurs, on achète de plus en plus en ligne, on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, on achète, on compare régulièrement. On n'aurait pas dit ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a 8 personnes sur 10 qui achètent en ligne. Mais pas forcément en petite structure. Pourquoi? Parce que ils sont diffus sur le web, ils ne sont pas forcément en première page Google, toujours, et parce que tout simplement, il y a des gros qui trustent le marché. Je ne vais pas le citer, mais Amazon et d'autres aussi. Donc on a décidé de créer l'annuaire 2.0 des indépendants, et on s'est inspiré des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, tout ce qui existe, Twitter. On a créé cette plateforme il n'y a pas longtemps, un gros développement. Donc je vais passer un petit peu, je vais vous expliquer. C'est l'annuaire 2.0, comme je disais, c'est un réseau socio-commercial, pour être plus précis, parce qu'un réseau social, c'est un réseau social pour faire des usages, qui est dédié aux entreprises de moins de 10 salariés, je le précise. Donc le cœur de cible, c'est les plus petits, les indépendants, mais au sens large, peu importe leur statut, peu importe ce que vous faites, c'est justement le but, c'est de rassembler les indépendants, les petites entreprises, et de faciliter l'accès à leur offre. Donc en moins d'une heure, les indépendants peuvent créer un profil, mettre en avant leurs compétences, c'est accessible à tous, pas besoin d'être doué techniquement, c'est important de le dire. Voilà, c'est pour vous dire un peu, on a 230 personnes qui ont créé un profil depuis 3 mois, notamment beaucoup à Rennes et dans l'ouest de la France. Voilà, avec tout type de profil, hein. Vous voyez, détective privé, aide à domicile, il y a beaucoup de services, mais il y a aussi des gens qui vendent des produits, avec un parcours d'inscription simple, comme je vous le disais, guidé, qu'on va améliorer au fur et à mesure, parce que le but c'est que l'information soit utile à tous, et pas, contrairement aux réseaux sociaux qui revendent l'info, leur business model c'est ça, c'est qu'ils revendent l'info principalement. Nous, c'est pas un business model qui est basé là-dessus. Donc la donnée, par contre, elle va être utile pour vous aider à améliorer votre communication.
mettre la meilleure solution pour vous guider et vous rendre plutôt régulier dans cette communication. Parce que c'est ça aussi le problème d'un site internet, c'est qu'on peut le faire une fois, mais après il faut le mettre à jour. Et souvent, il est mis à jour très longtemps après. Et on se contente de ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut faire du contenu, du référencement et beaucoup de choses pour être difficile. Je me permets de te couper sur le modèle économique. Tristan l'expliquera tout à l'heure très bien, mais le modèle économique effectivement des réseaux sociaux en règle générale, comment ils vivent ces gens-là, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Ils n'ont pas beaucoup de... Voilà, c'est des petites PME aussi. Et en fait, ils vivent comment? C'est que chaque utilisateur individuel va semer de la donnée sur lui, et cette donnée va être revendue par eux auprès des entreprises pour qu'elles puissent faire de la publicité. Donc, Tristan vous expliquera un petit peu tout ça tout à l'heure, mais ça c'est le modèle économique dominant et qui est plutôt assez logique. Hein. En fait, il y a une phrase qui résume bien ça, mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est ce qu'on dit souvent dans le web, et c'est vrai. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il faut bien qu'ils vivent, et ils vivent comment? En vendant vos données. Là, le parti pris qui est un peu différent de Johan dans son réseau, c'est de se dire, c'est en fait, comme on est dans un réseau pro, c'est le pro qui paye. C'est ça. Je vais l'expliquer juste derrière, mais ça reste accessible, bien entendu. Donc, une fois qu'un indépendant a mis en avant des compétences, des produits, des services, de l'expérience, les différents blocs, demain, il va pouvoir mettre un lien vers son site internet. Ce que j'ajoute, c'est de relier les indépendants entre eux, parce que l'économie locale elle fonctionne beaucoup comme ça, bouche-oreille. Il peut propager son profil, il est directement, immédiatement visible sur l'ensemble des supports, il est responsive. C'est un abonnement, pour parler de business model, avec un abonnement à moins de 10 € par mois sans engagement, avec une gratuité au départ, 2 mois d'essai gratuit. Et l'objectif est bien entendu qu'on ne fasse pas le même business model que les réseaux sociaux en vendant la donnée, parce que ça a des incidences. Après, chacun son jugement là-dessus, mais j'ai un jugement arrêté sur la revente de données et l'usage de votre vie privée aussi, parce que c'est votre vie privée qui aujourd'hui est répandue et utilisée. Donc voilà, je n'ai pas de site, je peux créer une première image et être visible. Ça vous permet aussi de construire votre image, de construire votre discours, de construire votre communication, parce que c'est très important de le construire, de l'améliorer sans cesse. J'ai pas de site, j'ai déjà un site, et ça va être complémentaire à ce site-là, parce qu'il faut communiquer, être actif sur différents réseaux, et celui-là promeut l'économie locale. Donc voilà. Une fois que j'ai créé mon profil, je peux propager mon profil sur les réseaux sociaux, et là ça prend tout son sens avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux sont là, sont importants, ont une audience, et bien vous pouvez professionnaliser votre image, et donc vous pouvez envoyer directement votre profil et régulièrement sur les réseaux sociaux, que sont Twitter, LinkedIn, Facebook, ou par mail aussi, transmettre votre numéro votre profil pour aller démarcher, parce que la prospection c'est quelque chose qui nous fait peur, mais il faut régulièrement montrer son profil et utiliser aussi son réseau qui puisse partager votre profil. Et ça structure aussi la chose, parce que ça envoie une petite photo, soit de vous si c'est du personal branding. Personal branding, c'est que si vous utilisez votre image, vous n'avez pas de marque, ou votre marque, et ça structure la chose. C'est l'objectif de cette première version, de rendre autonomes les indépendants dans leur communication. Je rebondis, je te coupe aussi. On est encore sur une logique qui est proche de celle que j'expliquais tout à l'heure, qui est de se dire, aujourd'hui, forcément, je suis authentique à titre individuel, et en réalité, je suis quand même marketé, ou je m'auto-market sous la bannière de mon entreprise. Et donc là, effectivement, le fait d'utiliser un outil comme celui-ci, mais dans une autre mesure, LinkedIn l'est, je pense que dans le recrutement, Jean-Michel nous confirmera, qu'il y a un usage CV qui est fait de LinkedIn, et donc des gens qui cherchent à être embauchés, ou pas forcément d'ailleurs, mais vont lister leurs compétences pour pouvoir trouver un travail en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà recruté tous des personnes, mais vous avez certainement tapé leur nom dans Google pour voir ce qui se disait sur eux. Donc ce côté marque personnelle en tant que dirigeant ou en tant qu'entrepreneur est important à travailler. C'est votre image de marque, c'est professionnaliser, c'est la professionnaliser, c'est envoyer une image sérieuse qui va rassurer vos futurs clients, très simplement. Donc vous avez un sous-domaine dédié, il y a des blocs qui vous permettent de mettre en avant ce qui compte pour vous, ce qui va surtout compter aussi pour vos clients, et là, je tiens à le dire, c'est important de ne pas faire quelque chose juste pour vous, mais de le faire pour donner envie à des personnes de vous contacter, de travailler avec vous. Il y a un messenger derrière qui vous permet de discuter en direct avec vos clients.
tout simplement, qui est fait pour ça, qui va devenir collaboratif, c'est-à-dire que les indépendants vont pouvoir travailler ensemble sur des projets, répondre à des besoins ensemble, parce que le but c'est qu'après les indépendants vont pouvoir se connecter. Très simplement, alors déjà on peut recommander les profils des autres, mais on va pouvoir le faire, on va le faciliter. C'est un réseau social, comme je disais, mais c'est surtout une plateforme collaborative, c'est la première. La plateforme collaborative, c'est-à-dire que c'est un réseau d'entraide aussi entre entrepreneurs et entre entreprises de petite taille, où les indépendants communiquent sur un espace qui est dédié à eux, parce que c'est dédié aux entreprises de moins de 10 salariés. Donc c'est aussi, bon, genre je dirais tout à l'heure, mais c'est de fédérer les petites entreprises, que vous êtes 3 millions sur le territoire, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais la puissance elle peut être là que si elle est collective. Les indépendants peuvent se recommander, travailler ensemble, et peuvent être aussi clients d'autres indépendants, parce que clients ou fournisseurs, voilà. Et c'est le but de vous connecter ensemble. Donc en face, c'est un moteur de recherche, la première page est là, on ne communique pas trop dessus, parce que pour l'instant on a ressemblé des indépendants, et on est en train d'investir massivement aussi, et de lever des fonds pour accélérer notre développement. Donc c'est un moteur de recherche qui est dédié à l'économie locale, qui sera dédié jusqu'au bout à l'économie locale, qui va favoriser cette économie. Donc une entreprise peut venir pour rechercher une compétence, un consultant par exemple, mais on peut venir aussi à titre particulier pour venir chercher un artisan. Et c'est le but, c'est qu'en fait quelqu'un il rentre avec un besoin et il découvre aussi les compétences qui est autour de ce réseau. Le but c'est de rassembler les indépendants. On l'oublie souvent, mais les réseaux sociaux sont quasiment tous composés de moteurs de recherche. On pense souvent que je vais voir une information dans un réseau social parce qu'elle m'aura été envoyée, partagée par des gens. C'est possible. Mais YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google, qui appartient aussi à Google, mais bon, bref, c'est une autre affaire. Donc du coup, ce sont des moteurs de recherche qui sont fortement utilisés, et cette logique de se dire, si je suis présent et actif sur des réseaux sociaux, je vais du coup arriver dans l'algorithme des moteurs de recherche. Alors, Johan l'a fait de façon... je cherche un professionnel et je trouve du coup des gens qui ont créé des profils. Et d'autres moteurs de recherche, par exemple Instagram, on va pouvoir rechercher des profils en tapant le nom des profils, pas forcément en tapant ce qu'ils font, mais en tapant le nom des profils, ou alors en tapant ce qu'on appelle des hashtags, des thèmes. Si je tape par exemple Rennes, ou si je tape le mot Hermine, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, on va certainement tomber sur des peluches avec des écureuils. Et donc, le moteur de recherche a son importance dans le sens où, également dans l'usage du réseau social que vous allez faire, il est important de se dire quelle est la démarche de ma cible. Qu'est-ce qu'elle va rechercher? Comment elle va rechercher? Si elle va rechercher par hashtag, il faut que j'y pense à ces hashtags. Si elle va rechercher par compétences, par exemple, là tu as mis quoi? Maçon, photographe, du coup, il faut aussi que je pense à ces mots-clés dans la description de mon profil. Bref, chaque réseau social a son moteur de recherche, et donc il est bien important aussi de comprendre comment fonctionne ce mécanisme, au-delà du simple mécanisme, enfin simple entre guillemets, mais mécanisme de partage, de retweet et tout ça. D'ailleurs, nous, on travaille là-dessus avec un algorithme qui va s'améliorer, où, par exemple, un client va venir, il ne va pas forcément taper votre métier, voilà, mais il va taper des mots-clés qui sont autour de ça, parce qu'il pense différemment. Et justement, comme vous aurez indiqué un descriptif scientifique, on a travaillé notre moteur pour qu'il aille rechercher tout ce qu'il y a dans votre page, et qui vous aide aussi, c'est l'idée du collaboratif, c'est qu'il vous aide aussi à construire ces mots-clés. Parce que là, quand vous allez faire le parcours, on va vous indiquer, on va vous aider aussi à le faire. Et c'est le but. Alors ça, vous n'allez pas vous en rendre compte immédiatement, mais vous allez voir au fur et à mesure ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, donc c'est un moteur de recherche direct. Contrairement, il y a des plateformes de mise en relation, souvent on va citer des Malte, par exemple au milieu du web, au milieu du consulting, et d'autres qui sont basés sur un système à commission, qui prennent une commission entre l'indépendant et le client, qui est une commission généralement qui est autour des 10%. Il en existe dans les travaux, dans plein de domaines, qui sont en train de se multiplier sur la place. L'idée, c'est de créer, nous, un réseau qui est complètement différent. Comme je vous dis, on est avec un abonnement à moins de 10 €, mais c'est ce qui nous a permis de créer une solution qui est libre et autonome, et qui est en circuit court. C'est-à-dire que les personnes qui vont rechercher, contrairement à ces plateformes, quelque chose sans s'inscrire, vont trouver directement les résultats de recherche et vont trouver votre profil. Et c'est l'objectif, c'est que nous, on s'est détaché de ce système à commission. Voilà. Mais je vous laisserai aller voir, parce que le but, c'est pas que je parle de WeBoss pendant 2 heures, mais c'est pour vous faire découvrir un petit peu et vous donner une vision de tout ça. Donc vous pouvez aller voir et nous suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'on y est présent aussi. Voilà. On continue ça. Et donc, donc effectivement,
c'est intéressant de voir un peu parce que quand on construit, enfin voilà, le parti pris de Johan de construire un réseau social qui fait du en même temps. C'est-à-dire c'est un réseau social et en même temps un annuaire, un outil commercial. Voilà, ça c'est le en même temps. Mais si on fait le en même temps d'Instagram, bah, ça va être c'est un réseau social et en même temps un outil pour partager des visuels. Bref, enfin, voilà, chaque réseau social a son intérêt et c'est important de comprendre ça. Exactement. Après, notre finalité, c'est comme je disais, que ça devienne un moteur de recherche de l'économie locale et qui le favorise. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec ce qu'on a sur le marché, parce que les moteurs de recherche actuels, forcément, clivent un petit peu les petites entreprises et les grandes. Donc quand vous allez faire le choix de vos réseaux sociaux où vous investir, il est important de comprendre quel est leur objectif. C'est forcément un réseau social, mais pourquoi faire? Ça c'est important. Derrière, vous êtes tous, comme je le disais tout à l'heure, des TPE, des PME, des entrepreneurs individuels, et vous avez tous un planning certainement relativement chargé. Et il existe des outils. Il existe des outils pour automatiser les choses. Alors automatiser, c'est pas un grand mot, hein. On a peur, on se dit tiens, je vais automatiser, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, si on automatise, ça nous permet d'être régulier, parce qu'on le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'être régulier, c'est de faire de l'événement. Si on sait que tous les mardis à 20h, il y a telle information qui part de telle entreprise, eh bien, on va peut-être l'attendre. Enfin bref, c'est créer de l'événement, c'est être régulier. C'est être fiable également. Si on va sur Buffer, par exemple, qui est en haut, Buffer, encore. Tu vas y arriver. Ouais, c'est bon. Super. Cet outil-là, va dans Pricing, s'il te plaît, en haut. Super, merci. Et que l'on descend. Ici, par exemple, on voit qu'on a un système à 15 $ par mois où on peut connecter 8 comptes. Donc ça veut dire que là, c'est Jean-Michel, tu disais que tu avais 8 comptes, toi. Donc typiquement, on peut connecter 8 comptes. Sur ces 8 comptes-là, on peut décider de se dire, sur Twitter, je publie tous les jours à 9h, 10h, 11h, midi, puis après 14, 15, 16. Sur LinkedIn, je publie tous les jours, mais une seule fois, à 14h. Sur Facebook, je publie sur le compte entreprise à 13h et à 16h, ainsi de suite. Et après, je fais de la veille, je publie, je donne mon avis sur des choses, et je décide où, par quoi, et ça va dans une file d'attente. Et automatiquement, ce logiciel va publier régulièrement ce que vous avez mis dans la file d'attente. Donc c'est assez pratique si vous avez envie de publier des choses et si vous avez ciblé à l'avance les réseaux en fonction de la durée de vie. Je vous disais, voilà, sur Twitter, vous allez peut-être republier plusieurs fois la même information. En règle générale, on dit qu'une information peut être publiée 7 fois avant d'agacer, la même information peut être publiée 7 fois avant d'agacer votre auditoire. Mais c'est une moyenne, ça dépend sur quoi, etc. Mais sur Twitter, c'est largement le cas. Et en fait, vous allez pouvoir choisir le rythme avec ça, sans forcément vous dire, tiens, il est 14h, il faut que je me connecte et il faut que je publie ça. Voilà, donc il existe des outils pour gagner du temps, et même quand on est tout seul, et c'est accessible, hein. Là on a 15 $ par mois, quand on a 8 comptes, ce qui est le cas de Jean-Michel, qui a déjà une entreprise avec plusieurs salariés, et donc qui est loin d'être débutant. Là, je fais le lien aussi avec Swello, parce que là on parlait des prix, c'est bien, tu as monté le business model, mais ils étaient sur le marché avant. Mais Swello, par exemple, j'aime bien le faire découvrir, je l'utilise dans l'entreprise. La version gratuite est plus longue, parce que là il y avait 7 jours de trial, version gratuite sur l'autre réseau. Là, celui-là est gratuit, il est encore en train de se lancer, il y a pas mal de gens qui commencent à en parler. Voilà, ils sont réactifs, moi je trouve ça plutôt efficace, et là vous pouvez publier, vous faire un peu la main dessus. Voilà, et puis c'est français. Donc voilà, sans en faire. Buffer, c'est américain. Ouais. Quoi? Buffer, c'est américain, Buffer, donc du coup, effectivement. Donc forcément aussi, il y a le langage et tout ça. Et puis ils sont implantés depuis longtemps, mais Swello, moi je le recommande en tout cas. Et j'ai échangé avec l'équipe, j'ai eu un problème un jour avec eux, parce que forcément, c'est pas tout parfait quand ça se lance, quand c'est gratuit. Et je les ai trouvés très très bien, je le dis, là-dessus. Donc allez essayer, de toute façon, c'est en mode gratuit. Ça peut vous faciliter la vie en tout cas. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, prendre un outil qui est en français, ça peut être pas mal. Tu peux aller sur le modèle, sur le prix en haut, quand même, qu'on voit les options qu'ils ont dans tarif. Il y a effectivement une offre
gratuites qui permettent de démarrer quand on est tout seul, qui est quand même plutôt intéressante, où on peut mettre 40 messages à programmer à l'avance. Donc c'est-à-dire que... Comment ? Swello, ouais. S-W-E-2-L-O. Donc on peut mettre 40 messages gratuitement sur une plateforme et ça permet de démarrer tranquillement en se concentrant, par exemple en disant voilà, je me concentre sur LinkedIn, puisque là, on a vu qu'il y en avait plusieurs ici qui n'utilisaient que LinkedIn à titre pro. On pourrait dire voilà, je mets dans ma programmation jusqu'à 40 messages et là 40 messages ça peut être si on fait un message par jour on se consacre une demi-journée par mois à faire ça et puis on est bien après, on est tranquille le reste du mois quoi. Et puis vous automatisez sur les autres réseaux sociaux, donc ça vous permet de vous lancer sur les autres réseaux sociaux. Une page, un profil par réseau, donc tu peux avoir Facebook, Twitter, LinkedIn et Insta pour gratuit. Oui. Automatiquement sur les autres réseaux. Oui, c'est vrai. On parlait de temps tout à l'heure à ce que C'est pour ceux qui auraient, tu vois, par exemple, on a 4 pages, on pourrait pas le faire. Et commencer Si t'as qu'une page, ça vous permet de 4 réseaux, vous y mettre et de voir comment ça réagit. Par exemple, Instagram, C'est vrai. aujourd'hui, C'est pas ce que je dis. voilà, non, il y a tu peux le moyen faire d'y sur aller un réseau social. facilement Si t'avais que LinkedIn, et vous aider dans votre c'est quotidien. un peu plus large que ça. On continue sur d'autres outils Oui, vas-y, je t'assure. Donc, on a tous des petites entreprises. Oui, excusez-moi. Une petite question justement sur ces outils que sont faire au Swello ou d'autres. Il y en a d'autres, ouais. Est-ce que quelque part, ça ne nous amène pas à la question, peut-on ou ne peut-on pas faire des impasses sur des réseaux sociaux? Alors, ça dépend. dépend de Il y a possible, beaucoup de choses je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux essayer d'être sur l'ensemble. Et chacun a un usage différent. Voilà. Après, on peut avoir un discours différent. Ça dépend de la cible qu'on adresse aussi. Des consultants, par exemple, beaucoup aller sur LinkedIn. Voilà. Moins sur Facebook. Mais aujourd'hui, plus notre cible est large, plus il faut bien entendu être sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, moi, je suis plus nuancé dans le sens où allez où vous êtes déjà bien. Et vous êtes à l'aise parce que quand on débute, on n'a pas forcément envie d'être partout et enfin, on n'a pas forcément pour ambition d'être omniscient et de savoir jongler avec tous les réseaux sociaux. Donc, allez où vous êtes bien, premièrement, ou à l'aise. Il y a des réseaux où on va se sentir plus ou moins à l'aise parce qu'on travaille dans la photo et qu'on se dit bah voilà, je vais diffuser des photos, parce que on travaille dans le milieu juridique et on se dit il y a tellement de lois que je vais pouvoir diffuser beaucoup d'informations. Et dans ce cas, je vais peut-être aller sur tel autre réseau. Donc il y a déjà ça. Il y a le réseau auquel vous allez vous amuser. Moi, je vous disais, je prenais Instagram, mais bon, ça m'amuse, c'est tout. Il y a ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein, parce que si vous le faites avec plaisir, bah, forcément, vous allez en donner. Derrière, il y a aussi la logique de se dire quel temps je suis prêt à y consacrer. Voilà, il y a tout ça. Non, mais voilà, et puis il y a la cible, par exemple. Et la cible, bien sûr. Tu parlais de la cible précise, mais il y a aussi le domaine où la cible est diffuse, large. Moi, je monte un réseau social et voilà, je suis une startup, forcément, j'ai intérêt à être le plus présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, par exemple, il y a Instagram où il y a une population qui est très très jeune. Il faut le dire, après, c'est-à-dire que ça change, hein, les choses changent. Hein. Avant, tout le monde était sur Facebook, hein, mais aujourd'hui, une population qui a bien vieilli sur Facebook. Donc ça peut aussi correspondre aussi à notre cible. Notre cible est plus âgée, vaut peut-être mieux privilégier Facebook. Voilà, les choses sont pas arrêtées, c'est la magie du web. Mais voilà, après, déjà, que vous soyez un petit peu et que vous essayez d'accorder votre temps, du temps régulièrement. N'oubliez pas que le plus important, c'est quand même de faire votre métier, quoi qu'il arrive. Parce qu'on est bien beau avec le web, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Tu veux parler du reste? D'autres outils ouais. On va vous donner d'autres outils. Alors, je veux bien que tu mets sur Canva, par exemple. Alors, on parlait... Ça, c'est le graphisme pour les nuls. Ouais, alors, l'idée c'est quoi? C'est que l'image est de plus en plus importante. Façon de parler, hein, c'est gentil quand je dis ça. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis, on n'a pas tous le temps ou la compétence. Faut respecter... chacun, tous nous respecter. Le conseil déjà, c'est que l'idée c'est que... Et je m'inclus dedans, je précise, je m'inclus dans cette population-là. Moi aussi, exactement. Même si j'ai un web designer dans mon équipe maintenant, mais voilà. Oui, mais à titre personnel, t'es nul en graphisme. Je suis complètement nul. Tu vas pas mettre sur Photoshop, Illustrator, ou peu importe l'outil. Tu te fais virer quoi, même pas 3 heures. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est quand même de dire c'est que l'image est de plus en plus importante, les gens passent ils passent un temps rapide, ils sont nibulés, il y a beaucoup de choses qui les occupent aujourd'hui. Donc forcément l'image est très importante. La vidéo est très efficace.
Si vous pouvez faire des vidéos, maintenant on peut faire de la vidéo personnelle, essayez d'en faire. C'est de plus en plus abordable avec le portable, avec d'autres, le personal branding, c'est très intéressant aussi parce que ça donne une histoire, ça donne du sens. Bien entendu, c'est facile à dire, mais c'est de plus en plus abordable. Essayez. La photo l'est. Le texte, il faut essayer de le limiter de plus en plus. De toute façon, il y a des réseaux qui vous le limitent totalement. Hein. Instagram, il y a un texte qui est limité. Même dans vos visuels, des fois, dans les visuels, ça permet le visuel se propage moins s'il y a beaucoup de texte dedans. Parce que des fois, on peut adosser des visuels. Et donc là, on va vous donner un outil qui s'appelle Canva, qui est un merveilleux outil pour les personnes qui ne sont pas web designers, qui ne maîtrisent pas forcément ça, et qui vous permet de faire simplement des petits visuels que vous allez propager sur les réseaux sociaux par la suite, et simplement sans technique. Donc vous pouvez aller essayer. Il y a une version gratuite qui est quand même très complète. Exactement. Vous pouvez déjà vous faire les mains dessus. C'est vraiment accessible. Hein. Il y en a d'autres, et à chaque fois je privilégie des outils qui sont traduits en français et plus accessibles. Il y en a forcément d'autres. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a des parts chez Canva, je vous donne des exemples, mais ça peut être utile. Voilà, si vous voulez donner de l'image à votre métier, à ce que vous voulez faire, à votre communication. Alors, on va vous montrer d'autres outils. Voilà. Alors, les banques d'images. Il y a des banques d'images qui existent. Alors, je parle de ce parce que j'aime bien leurs images, elles sont jolies. Justement, on parle un truc. Alors, ça en anglais, par contre. Je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, il faut taper les mots en anglais. Mais il y a des outils qui vous permettent de traduire les mots en anglais. Mais ça vous donne des images gratuites. C'est gratuit. Et elles sont libres de droit, les photos. Parce que c'est des personnes qui les mettent libres de droit. Et on voit le start-upper qui a démarré avec rien. C'est gratuit, j'y vais quoi. Ouais, on compte forcément les sous. Mais c'est super bien, les images sont de belle qualité. En tout cas, c'est mon avis. Vous pouvez les voir. Je vous donne des idées, mais voilà. Il y en a plein d'autres. C'est quoi le prix déjà? Le prix des images là-dessus? C'est gratuit. Ah ok, je n'avais pas compris. Je le répète, c'est gratuit. C'est facile. Ouais, c'est en anglais. Le deuxième, tu peux aller sur Pexels, voilà. Pexels aussi qui existe. P-E-X-E-L-S. Quel budget pour Pexels? Gratuit. Voilà, et libre de droit. Vous pouvez réutiliser les images, bien entendu. Alors des fois, c'est toujours bien, ça peut être bien aussi de mettre la personne qui a produit dedans dans votre commentaire, parce que c'est aussi du respect pour les personnes qui produisent, mais elles ont mis librement les photos pour qu'elles se propagent. Et c'est surtout aussi de la légalité, quoi. Voilà, ça peut être bien de donner le nom voilà, dans les crédits. Pas juste accessoirement. Alors celui-là est payant. Voilà, et il y a des forfaits quand même qui peuvent être assez onéreux, mais des fois on ne trouve pas son image et voilà. Shutterstock est une belle base de données au niveau image. Voilà, les prix sont. Tu peux mettre les forfaits si tu veux. Et là on voit le start-upper qui a fait sa première levée de fonds. Ouais. Alors, non, c'est le start-upper qui a commencé par là et qui est revenu au gratuit. Non, je rigole, ça peut être utile aussi parce qu'il y a des thèmes, il y a des photos qui sont vraiment de qualité. Oui, bien sûr, tout est gratuit. Quand c'est gratuit, vous ne trouvez pas tout, c'est pas si évident que ça. Donc je tiens à donner ça. Il y a des forfaits abordables. Faites gaffe. Je crois que maintenant il l'a enlevé, mais il y avait renouvellement automatique dessus. Quand vous prenez un bon forfait et vous vous retrouvez avec un renouvellement automatique, alors vous avez besoin qu'une fois du forfait. Donc regardez bien les offres et regardez bien, c'est un renouvellement automatique. Je crois qu'il l'a enlevé, mais il faut bien vérifier. Il y a quelques mois, il n'y avait plus parce que voilà, donc ça c'était pour les images. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils? Je ne crois pas que j'en ai donné d'autres. T'en as d'autres en tête qui viennent comme ça? Il y a des outils effectivement. Alors là on n'est pas dans les outils, on est dans le contenu, mais effectivement il y a les outils qui permettent de faire du contenu. C'est ce qu'on a vu avec Canva. Il y a la matière brute de contenu qui est là. Sur le contenu de texte, je vous invite à ne pas passer par des personnes qui vont rédiger pour vous. Ce sera de mauvaise qualité. Pour la simple et bonne raison, on revient à ce qu'on disait au début, authenticité. Autant du graphisme, il faut des compétences et c'est pas forcément évident de l'être. Autant écrire un morceau de texte, même s'il est maladroit, vaut mieux, c'est à la portée de tous, et vaut mieux écrire quelque chose d'authentique mais de maladroit plutôt que d'aller chercher des outils ou des personnes qui vont vous écrire, qui vont écrire pour vous. Ça c'est mon point de vue personnel. C'est mieux si vous rédigez vous-même. Derrière plutôt axé sur l'usage d'outils pour programmer comme on a vu tout à l'heure. C'est ça qui sera plus intéressant pour gagner du temps plutôt que de faire rédiger par d'autres personnes. Il y a d'autres choses qu'on peut dire aussi, c'est l'hashtag, on peut en parler peut-être. C'est un plaisir. Sur Twitter, voilà, ça naît sur Twitter si je dis pas de bêtises. Il y a les hashtags qui vous permettent que vos tweets, que votre information soit rattachée à d'autres personnes, à des sujets de fond. Et forcément, les personnes ne vous connaissent pas, donc ils vont taper des hashtags
ou ils sont abonnés à des hashtags parce qu'ils ont suivi ce type de truc. Ça vous permet de vous rattacher, de faire connaître votre publication auprès de personnes qui ne vous connaissent pas. Tout le monde sait ce que c'est un hashtag parce qu'on Oui. en parle, mais Ouais, c'est pas clair pour tout le monde. Ouais. Non, C'est sur le clavier, regardez, c'est un petit comme ça. Dièse, c'est le mot dièse, ouais. Donc voilà. Et le hashtag, contrairement à ce qu'on peut dire, il a été mis maintenant sur LinkedIn. LinkedIn, par exemple, les gens qui sont dessus, vous pouvez rajouter des hashtags. Alors ça paraît, on se dit. Oh, Et sur Facebook. Et, de ça. Et sur Insta. Et sur Instagram. Insta, voilà, ils sont partout. Donc c'est Et sur Weeboss. Ouais. Non. Non. Donc voilà, non mais pensez-y, parce que même si ça peut vous paraître, vous dites oh, ça m'emmerde de mettre des hashtags et tout, excusez-moi de mon phrasé, mais ça vous permet de faire que votre publication elle aille plus loin, qu'elle dépasse, et justement c'est ça le but, c'est que des personnes qui ne vous connaissent pas vous découvrent. Donc n'hésitez pas, et il y a aussi, vous pouvez aller voir les hashtags qui sont, vous regardez un peu sur internet, hashtags connus dans votre domaine, vous tapez le truc, et vous allez voir un petit peu les hashtags qui font, parce qu'il y a aussi une sorte de mode dans les hashtags. Et il y a des hashtags qui portent plus et qui vont toucher plus de gens. Il y a des hashtags voilà, qui sont voilà. N'inventez pas des hashtags trop longs aussi. Et on peut changer le monde avec des hashtags. Hein. Les hashtags récents qui ont eu une influence importante, c'est le célèbre Balance ton port, le célèbre MeToo. C'est politique, ouais. Mais ce sont des formes de symboles que les gens peuvent s'approprier. Donc là, c'est politique, mais on peut également avoir des hashtags thématiques, métiers que vous pouvez utiliser, lancer. Ça peut être un hashtag lié à un événement en particulier. Donc on retrouvera tous les tweets de cet événement ou de tous les posts de cet événement. Bref, le hashtag, c'est plutôt une sorte de catégorie qui est utilisée. Ça, c'est une norme qui a été mise. Il y a autre chose aussi en norme à connaître, qu'on retrouve un peu partout, c'est le arrobase, ouais. Le nom de la personne. Là, du coup, on ne s'adresse plus à un sujet, mais on s'adresse à des personnes physiques ou morales. Et vous les invitez aussi à voir dans leur fil d'actualité, à réagir, à propager auprès de leur propre réseau. Ça permet de connecter les communautés que vous avez et que eux ont. C'est très important de le faire. Aussi, voilà. Avec des entreprises ou avec des faut le couper. Si vous le faites, on peut faire @tcre ce soir. Je te pique la parole 2 secondes sur le hashtag pour finir. Suivant les réseaux sociaux, on ne les utilise pas de la même façon. Sur Twitter, alors là c'est parce que je suis purement dans les stats. Sur Twitter, un tweet qui a 2-3 hashtags, il sera plus lu qu'un qui en a 50 000. Donc il faut faire un peu attention à ça. Sur Insta, par contre, il y a des outils sur votre smartphone, genre AutoHash. C'est une application gratuite, vous mettez votre photo, vous la passez sur AutoHash, elle va vous sortir tous les hashtags des grandes catégories. Par exemple, si vous avez une photo d'un paysage, il va vous sortir en anglais en plus tous les hashtags, landscape, si vous avez une maison, ça va être house, etc. Vous allez avoir tout un tas de hashtags, ça va faire une vingtaine, qui va être généré automatiquement. Alors, il ne faut pas les prendre tels quels, parce qu'il y en a des fois qui ne sont pas mal reconnus ou qui ne sont pas dans votre cible, mais ça vous fait déjà une base. Typiquement, si en plus c'est pris à Rennes, vous allez avoir le hashtag Rennes, Rennes Métropole, Bretagne, BZH, etc. qui vont arriver. Donc du coup, il y a quelques outils qui aident à aller trouver les bons hashtags. Mais donc voilà, Instagram, c'est souvent beaucoup de hashtags et pas de texte, parce que les gens vont... C'est un peu une bibliothèque, hein, c'est ce qu'on dit, c'est comme quand on va à la bibliothèque, on dit « je veux un bouquin de fantasy ». En fait, on va aller dans le rayon fantasy, et puis on va avoir tous les bouquins de fantasy. Après, on va chercher par ouais, je voudrais de telle date, ou de la science-fiction, ou du policier. C'est un peu ça les hashtags. Donc Twitter, essayez de penser pas trop de hashtags, si vous voulez qu'il ait plus de chances d'être lu. Enfin, c'est les stats qui parlent, après on fait ce qu'on veut avec les stats, mais je suis pas un spécialiste marketing sur réseaux sociaux, donc je me fie un peu aux stats, c'est le seul truc que je connais bien. Donc voilà, peu sur Twitter, Facebook, c'est un peu entre les deux, Insta c'est beaucoup, et LinkedIn, je ne sais pas du tout. C'est utilisé aussi. LinkedIn, ils l'ont installé il n'y a pas si longtemps, mais ça fonctionne beaucoup hashtag maintenant, et ça va se transformer en boutique à hashtag. Donc très clairement, oui, il faut l'intégrer dans sa communication. On va pouvoir passer à la publicité sur les réseaux sociaux. On a parlé tout à l'heure de visibilité. Alors, la publicité, il y a des outils formidables pour faire de la publicité. Il y en a de nombreux. Malheureusement, la CCI ne veut pas nous laisser les locaux jusqu'à 4 h du matin. Donc, on va se concentrer uniquement sur des bases, vraiment des grandes bases. Mais on a décidé de parler de Facebook. Pourquoi on a décidé de parler de Facebook? Parce que Facebook, c'est la même régie pub entre Facebook et Instagram, puisque ça appartient à la même entreprise. Et que depuis Facebook, vous allez pouvoir contrôler la publicité sur ces deux réseaux. Donc c'est plutôt pas mal.
On a décidé d'écarter toute publicité liée au e-commerce. On va se concentrer sur juste comprendre la logique de la publicité. Alors pourquoi il y a de la publicité sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que au tout début, quand les start-upers vivaient d'amour et d'eau fraîche comme Johan, avec beaucoup d'amour, et ils s'en fichaient un petit peu, enfin ils ne cherchaient pas à gagner de l'argent, comme Johan, et en fait, il laissait les postes des entreprises à peu près à la même fréquence d'affichage qu'un particulier, un petit peu moins. Et puis avec le temps, les entreprises, on les a de moins en moins vues. Même si vous aimez une page, vous allez moins la voir parce que l'algorithme va masquer ça. Et donc, du coup, si vous voulez qu'on voit votre publication, eh bien, vous allez devoir mettre quelques euros en plus pour ça. Et en fait, c'est en ça où on pense que les réseaux sociaux sont gratuits. Mais alors déjà, c'est pas gratuit parce que ça nécessite du temps. Et vous savez tous que les ressources humaines de vos entreprises sont précieuses. Et surtout, ça nécessite de devoir mettre quelques billets si on veut être visible sur certains réseaux. Et c'est le cas de Facebook, par exemple. Ouais, bah, je vais prendre la relève. Alors, c'est vraiment, du coup, c'est un néophyte qui a découvert comment on utilisait Facebook pour faire de la pub. Donc, je vais vous donner un peu comment j'ai trouvé et comment on utilisait les choses et quelques tips après qu'on m'a montré. En gros, quand on a une page pro, alors tout le monde a une page pro Facebook ou pas du tout? Est-ce que vous voyez déjà la différence entre page pro et profil perso? Tout le monde voit ou un petit rattrapage? Non, c'est bon? Du coup, en gros, on va avoir tous les posts. Alors, c'est ça, on n'a plus d'internet. On va avoir tous les posts qu'on va avoir postés. Donc on peut tout voir. Et puis, admettons que vous allez avoir des informations sur le nombre de personnes touchées à chaque fois que vous allez faire un post. Donc là, par exemple, on sait que celui-ci, on a touché 170 et qu'il y en a 49 qui ont interagi avec nous. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a 170 personnes qui ont vu le post et il y en a 49 qui ont cliqué au moins sur le lien ou des choses comme ça. Et à côté, on va avoir boosté la publication. Et ça, c'est le niveau 0 de la pub. C'est vous voulez, vous dites, bon bah là, j'ai un post, par exemple celui-ci, il a touché 217 personnes, enfin il y a 217 personnes qui l'ont vu. Je vais peut-être avoir envie qu'il y ait encore plus de personnes qui le voient. Du coup, je vais booster ma publication. Et la booster, ça veut dire je vais mettre un peu d'argent dedans. Et ça va peut-être toucher plus de gens parce qu'il va remonter plus dans leur profil. Il va être suggéré aussi. Parce que je sais pas si vous voyez dans c'est votre... pas peut-être. Hein, oui, enfin. Non, mais ça dépend. S'il y a des gens si des gens qui te suivent ont beaucoup plus d'argent que toi, c'est pas sûr que tu arrives tout de suite. En général, quand tu donnes 10 € à Facebook, il t'en donnera pour ton argent. Et donc, admettons qu'on clique sur booster la publication. De toute façon, c'est le PC du Johan, donc il va payer. Il a plein de sous. Donc, bon, on accepte forcément les droits. Très, très bien. Et du coup, on va pouvoir choisir un peu notre audience. Donc, il y a tout un tas de paramètres qu'on va pas forcément tous détailler. Mais ce qui est intéressant, c'est les personnes qu'on choisit par le ciblage. Et ici, on va pouvoir vraiment dire quelle cible, quels gens on veut toucher, et ça va nous donner aussi un tarif, parce que plus on va vouloir toucher de personnes dans le monde, plus ça va être cher, et moins la publication va rester longtemps. Donc admettons qu'on va y toucher tout homme-femme, et que notre public, on sait que nous, notre cible, elle est à peu près, voilà, c'est les 20-50, c'est pour notre jeu. Hein. Et par contre, c'est pas que la France, on va vouloir un peu plus de monde, donc on va ajouter des lieux, et donc là on a la petite carte qui apparaît, et on va pouvoir dire, en fait, je veux toucher un peu l'Espagne. Je vais toucher l'Espagne. Voilà. Et à l'inverse, hein, on peut faire... Oui, on peut revenir, on peut faire plus local. Oui, alors je prends ma façon de faire. Je suis désolé, alors je suis un peu le gars qui a une route et puis la suite. Donc oui, moi c'est parce que je cherchais tout ça, mais on peut effectivement dire, non, je veux toucher que Rennes, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple, je peux dire, je veux toucher Rennes et 20 km autour. Voilà. Donc, et là, quand on a une ville, effectivement, tu vois, on a quel rayon on veut toucher autour de Rennes.
Et donc, en plus, Facebook est quand même assez sympa parce qu'il nous dit, voilà, la taille de l'audience est bien définie, beau travail, on est félicité, c'est super. Et on va avoir potentiellement une couverture de 320 000 personnes. Je te coupe, hein, désolé. Petite astuce quand même, si vous boostez des images, faites attention qu'il n'y ait pas plus de 20% de texte dedans. C'est important, sinon vous serez pénalisé. Toujours dans ce ciblage-là, si vous avez une communauté de personnes qui ont cliqué sur « j'aime » votre page, qui sont assez proches, assez bien ciblées en tout cas, payez, ça peut paraître bête, mais payez d'abord pour les toucher eux et leurs amis. Faut savoir qu'en moyenne les gens ont 500 amis sur Facebook, donc si vous en avez 100 x 500, ça fait déjà une belle audience. Ensuite, faites attention aussi à choisir des sujets. Par exemple, là pour Tristan, il aurait tout intérêt à mettre jeux vidéo, fantasy ou tous ces trucs dans le genre, poney rose, des trucs comme ça. Quoi. Voilà, canard, tout ce bazar. Quoi. Donc, ensuite, on va pouvoir définir un budget. Et donc, Facebook va nous dire en gros combien de personnes par jour il va toucher et combien de temps ça va potentiellement déduire le budget. Puisqu'en fait, plus les gens vont être touchés rapidement ou plus les gens vont être touchés, plus votre budget va descendre. Si vous touchez personne pendant, ça nous est déjà arrivé, hein, pendant une semaine, nous on avait boosté 14 jours, pendant une semaine ça touche presque peu de gens. Et après j'imagine que l'algo doit dire attention, il faut que je crame tous les sous. Donc elle te refait passer devant. Enfin, nous, j'ai jamais cramé moins que ce que j'avais mis. Hein. À chaque fois, on arrive au bout des 14 jours et on avait touché peu de gens au début et finalement à la fin, on a touché tout le public qu'on avait visé. Donc, en gros, c'est ça. Vous allez mettre un budget et vous allez pouvoir suivre jour par jour quel budget a été cramé et du coup, peut-être en rajouter si vous voyez que ça marche très bien ou je crois qu'on peut même annuler on peut annuler à tout moment. On peut annuler à tout moment, bien sûr. Et récupérer du coup, on ne paye que ce qu'on a consommé. Hein. Donc si vous voyez qu'effectivement au bout de 7 jours, votre publi elle n'a pas marché, ça vaut peut-être le coup de la couper. Il est préférable en règle générale de multiplier les petits budgets à somme égale, de multiplier les petites sommes, 10, 20, 30 euros par-ci par-là, plutôt que de mettre 2000 euros d'un coup et de se dire allez je suis tranquille, la pub va faire son boulot. Ça me permet de vous tester déjà. Tester avec un petit prix, c'est toujours important pour voir votre audience, parce que vous allez pouvoir créer plusieurs audiences. En fait, j'allais y venir justement. En gros, c'est ça le principe de ces pubs Facebook, c'est qu'elles vont nous permettre de savoir, parce qu'on connaît notre public, on connaît notre cible, mais on ne sait pas sur comment on les touche sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être que sur Facebook, moi, les joueurs de notre style de jeu, ils vont peut-être plus adorer des petites vidéos ou des images de concept ou je sais pas, ou des courts textes qui donnent un point de vue et c'est peut-être notre cible, peut-être que c'est comme ça qu'on la touche. Du coup, il va falloir tester, malheureusement, j'ai pas de recette miracle à part tester ces pubs et dire voilà, je fais une semaine, je fais 15 jours, je teste ma pub, je regarde si j'ai touché, combien de gens j'ai touché et surtout combien de gens ont vraiment interagi. Et donc, en fait, Facebook donne tout un tas d'outils de publication. Donc, vous voyez en haut de la page, il y a donc notre page et puis il y a outils de publication. Et on a le résumé de tous les posts qu'on a fait avec les publications. Et donc là, on peut constater, par exemple, que nous, notre cible, par exemple, elle kiffe vraiment les petites vidéos. Donc, voilà, on a une vidéo, il y a eu 4000 personnes atteintes, 74 réactions. Je te coupe, hein, mais les réactions sont importantes dans l'algorithme. Oui, complètement. Et c'est celles, voilà, et on les voit en fait, ces actions, ces clics qui sont venus sur notre page, qui ont visité. Et ça, c'est un retour et une information qui est hyper importante. Et vous l'aurez sur chaque publication, même celle que vous ne boostez pas en fait. Donc ça peut vous déjà, rien qu'avec ça, si vous en faites régulièrement, vous pouvez avoir une bonne idée de quelles sont les publications qui pourraient avoir de l'intérêt. Mais c'est pas forcément. Quand on booste la publication, par contre, ça peut être complètement l'inverse aussi. Ça nous est déjà arrivé d'avoir une publication qui marchait très bien. Peut-être avec nos cercles perso d'amis, parce qu'au départ, on partage sa propre page auprès des gens qui nous sont proches, mais comme nous, on veut toucher aussi d'autres gens qui sont des joueurs, qui sont... En Espagne. Ouais, l'Espagne ne marche pas, par exemple. Nous, la cible, en Espagne, il n'y a personne. On peut se retrouver avec des tendances qui vont s'inverser en fonction de ce qu'on a posté. Et donc, il y a un peu d'analyse derrière, quand même. C'est pas juste mettre de l'argent. C'est vrai qu'il faut investir un peu de temps après d'analyse, quoi. Et il est intéressant, en tout cas, de mettre des choses qui intéressent les gens. Ce que je disais tout à l'heure, contrairement à un flyer, la personne reçoit le papier,
au pire, si elle veut, elle peut le mâcher, elle peut faire ce qu'elle veut avec, mais ça donnera aucun impact sur les autres papiers, les autres flyers distribués dans la boîte aux lettres. Là, la réaction d'une personne ou d'une multitude de personnes, ces réactions-là vont influencer l'algorithme, qui vont influencer la visibilité, qui vont influencer le coût de la publicité. Donc, en fait, vous avez tout intérêt à faire des choses qui n'emmerdent pas les gens, en règle générale, et qui les intéressent. Et qui les distrait. Oui. Qui les informe, qui les distrait, qui les forme, qui les conseille. Bref, vous avez intérêt d'avoir ce rôle que je disais tout à l'heure, authentique. On en revient toujours à la même chose, même dans de la publicité. Paradoxalement, on pourrait se dire, tiens, je paye, je m'en fous, j'y vais en mode bourrin, je leur donne l'information que j'ai envie de leur donner, et puis basta. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Même en payant, il faut être intéressant. Et alors, c'est peut-être spécifique aux jeux vidéo. Nous, dans notre ancien studio, on comptait 2-3 mois de pub Facebook pour vraiment bien cibler et savoir quels étaient les types de dessins qu'ils aimaient bien, quels étaient les types de contenus qu'ils aimaient bien sur chaque réseau social, à coup de des pubs qui durent 15 jours, quoi. Et donc, ça demande quand même de s'y prendre un peu en amont et après de traiter les données. Donc là, c'est sûr que c'est un peu de temps à investir pour déjà rédiger la publication. Et surtout, il ne faut pas hésiter à faire des grands écarts, en fait, entre faire une publication d'un certain style et après aller dans l'opposé, juste pour voir laquelle va mieux marcher. Parce que si ça se trouve, on s'engage dans une voie et qui n'est pas forcément la bonne. Enfin, après, ça, c'est pour. Je ne sais pas si pour les autres domaines que le jeu vidéo, c'est pareil, mais en tout cas, pour le jeu vidéo, il ne faut pas hésiter à faire ça, à aller tester des choses, faire peut-être un dessin noir et blanc, juste en creux-barre, et puis un dessin hyper fini, avec un élément de contenu d'histoire et l'autre pas du tout. Enfin, pour avoir des grands écarts et pouvoir savoir mieux, de plus en plus cibler, en fait. Enfin, après, c'est une technique un peu de dichotomie. On coupe en deux à chaque fois, et puis on arrive à la cible. Tu parlais de tester. Tester, c'est aussi s'inspirer. S'inspirer des autres personnes, des autres sujets. C'est pas forcément que dans votre domaine d'activité. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que vous aimez vous-même et comment ils le font, parce que ça peut vous inspirer très sincèrement. Moi, dans mon domaine et dans d'autres domaines, je regarde très régulièrement certains que je suis et je regarde comment ils font, parce que comme s'ils sont très efficaces et qu'ils ont augmenté leur nombre d'abonnés sur certains réseaux de manière naturelle, je parle sans acheter des clics. Encore une fois, je reviens dessus parce que c'est très important à mon avis. Ils ont une vraie légitimité dans leur domaine parce qu'ils ont acquis des personnes comme ça, une communauté qui les suit. Et donc voilà, et l'utilité, parce que là on parlait tout à l'heure de les amuser, mais si vous faites quelque chose qui est utile aux personnes, qui va les informer régulièrement, les réseaux sociaux sont devenus des vrais outils d'information. Les médias, ils en ont marre d'ailleurs, parce qu'ils ont passé au second plan. Mais la réalité, c'est que si vous les informez, si vous êtes utile dans leur quotidien, et ben les gens vous suivent pour ça et vont légitimement bien aimer ce que vous faites. Et du coup, vous pourrez leur faire connaître aussi vos produits et services par la suite. Et on parlait tout à l'heure de statistiques. Alors, on a évité de vous donner tout un tas de chiffres, parce qu'il y a plein de chiffres en fait, sur les réseaux sociaux. Ça bouge tout le temps. On pourrait vous dire si X% des 15-20 ans vont là. Bon, bref. Notre avis, enfin moi, mon avis, mon intime conviction, c'est que on ne peut pas donner une recette miracle qui s'applique à tout le monde dans cette pièce et à toutes vos cibles. Ce ne serait pas honnête. Donc du coup, la logique, elle est plutôt de tester avec des petites sommes, de voir, d'analyser les statistiques qui sont à votre disposition, des stats qui sont gratuites sur notamment Facebook, comme on voit ici, là, il y a écrit le mot, voilà, il y a écrit le mot statistique là-haut, qui donne quelques informations et qui permet de savoir ce qui se passe. Donc prenez le temps de les regarder, prenez le temps de voir ce qui se fait, vos petites actions, et itérez. Essayez, itérez, modifiez, améliorez, et allez-y progressivement. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, plutôt que de vous fier aux statistiques. Faites-vous plaisir, bien sûr, soyez honnête, soyez authentique, et analysez. Sachant que ça peut être un budget, et qu'il y a des gens qui peuvent cramer, excusez-moi, beaucoup de budget là-dedans. C'est le start-upper qui parle. C'est aussi important, vous avez un budget limité, vous avez d'autres choses à investir, la communication, c'est pas que ça. Voilà, donc, quand vous levez que 2 millions, forcément ça part vite. Hein. Et justement, ça serait la connerie justement qui ferait couler la boîte. Donc il faut être malin et intelligent là-dessus. C'est pas forcément mettre beaucoup d'argent qui va vous permettre d'avoir une légitimité ou voilà. Auprès de vos abonnés. Tout à fait. Alors, on va pas s'étendre. Franchement, là, c'est un survol. C'est plus qu'un survol hein, sur les réseaux sociaux. La manip qu'on a fait permet également d'envoyer
si vous avez relié votre page, c'est une petite astuce quand même, mais pensez à relier votre page Facebook Pro au compte Instagram Pro, puisque vous allez avoir une messagerie qui va être unifiée entre les deux. Ça va être quand même très pratique pour vous de tout gérer depuis le compte Facebook, ainsi que les publicités. Ça, c'est le petit conseil que je vous donne. Après, il existe plein de solutions. Vous faites du e-commerce, vous voulez que les gens qui ont été sur votre site puissent revoir un produit sur Facebook, bah, c'est possible de le faire. Vous voulez diffuser dans ce qu'on appelle les stories de la publicité, c'est possible de le faire. Bref, on peut aller très loin dans la publicité, mais encore une fois, on sera encore là à 4 h du matin, donc on a fait un choix volontaire de survoler cette partie-là. Vous pouvez relier vos réseaux sociaux à votre site internet aussi. On peut faire beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Puisque c'est leur modèle économique, forcément, ils mettent en place des outils formidables pour que vous puissiez dépenser de l'argent à foison sur leur plateforme. On va terminer. Comment ? Ouais, on va terminer sur un adhérent qui n'a pas pu venir ce soir, malheureusement parce qu'il est en train de travailler à La Rochelle, qui en fait a une démarche intéressante puisque il n'a pas forcément un budget de malade puisqu'il démarre. Il a commencé au salon du CCRE 35, enfin Entreprendre dans l'Ouest, il y a, c'était quoi, octobre dernier, donc septembre dernier. Donc septembre dernier, donc il y a 8 mois. Ouais. Il a décidé de raconter son aventure de créateur d'entreprise. Et donc en fait, autour de lui, il fédère des gens. Alors là, il y a 176 personnes qui le suivent. Et pour autant, il raconte de manière très authentique, sans chichi, sans essayer de masquer qui il est. C'est important. Comme Jean-Michel tout à l'heure, qui est authentique. Là aussi, on a voulu le mettre en avant parce qu'il est authentique. Il montre comment il démarre, il montre où il va chercher ses produits. Alors parce que son business, c'est de vendre son projet est de vendre des vêtements en ligne. Et donc, il explique le processus de recherche de ces vêtements, comment il se forme lui, comment il avance. Et c'est très transparent. C'est hyper transparent, c'est authentique, c'est honnête. Et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à le suivre. Il est adhérent du CCRE 35. Et je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait puisque je pense que ça peut être très inspirant, quelle que soit la taille de l'entreprise. Agir en toute humilité comme il le fait sans avoir peur de dire des choses, c'est intéressant. En plus, c'est totalement honnête. Et ce qui est intéressant, ce que disait aussi Jean-Michel tout à l'heure, c'est que en fonction de son écosystème, s'il va suivre une intervention à tel endroit, il va taguer les gens à qui il a vu, il va en parler, il va donner son avis, toujours avec beaucoup de bienveillance et d'authenticité. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une démarche à suivre puisque je voulais le mettre vraiment en avant, on en avait parlé, parce que niveau budget, ça nécessite aucun budget, c'est juste être authentique. Et un peu de temps. Voilà. Donc c'est accessible à tout le monde dans cette pièce. Exactement. De faire ce qu'il fait. Et quand vous restez naturel comme ça crée un affectif, parce que c'est des réseaux sociaux, on n'est pas forcément proche des gens, mais vous avez une proximité avec d'autres personnes que vous côtoyez tous les jours. Mais vous pouvez créer un affectif à distance. Si vous êtes authentique, si vous partagez les choses. D'ailleurs, il ne parle pas que de ses produits, il parle de ses voyages, il parle de la nature notamment. C'est quelqu'un qui a des valeurs aussi autour de là, il propage des valeurs. Et tout ça, ça permet aussi de partager des choses que d'autres partagent aussi, et c'est pas qu'autour du produit, c'est pas qu'autour du service. Et ça crée un affectif et une population, en tout cas des personnes qui vous suivent et qui sont des vrais supporters de ce que vous faites naturellement. Et en tout cas, cette notion de transparence est hyper importante. On en avait parlé également. Tristan m'avait suggéré de suivre les chaussettes Archiduchesse sur Internet. Et je veux bien que tu ailles sur leur site, s'il te plaît. Et en fait, eux, leur site internet. Sur leur site internet de l'Archiduchesse, ouais. Sur leur site internet, ils n'hésitent pas, alors pareil, la même valeur que François, c'est du Made in France, etc. Ils n'hésitent pas dans leur blog à communiquer régulièrement sur leur chiffre d'affaires, parce qu'en fait, ils ont créé une communauté autour d'eux, sur ce qui s'est passé. Voilà, là, on a
Alors là, on est sur des chaussettes, il parle des produits, mais il parle de la nouvelle stagiaire qui vient d'intégrer l'équipe. Il parle de tout et n'importe quoi qui correspond bien sûr à leur entreprise. Et je ne sais pas si on voit le chiffre d'affaires à un endroit, s'il continue à le faire. Mais c'est intéressant parce que c'est transparent. Et ils ont créé une communauté autour d'eux grâce à ça. Et ils le font depuis plus de 10 ans. Là. On voit les archives, on est à 2000. Si on remonte à 2008, on voit vraiment l'évolution de l'entreprise qui depuis, je crois, a changé de dirigeant, etc. Mais c'est une belle boîte. Là, quand ils démarraient, quand ils démarraient avant, on voyait on voyait le bureau du dirigeant. Enfin bref, on est dans la même chose où on voit une évolution d'une entreprise et les gens s'attachent tout simplement parce qu'ils sont authentiques. Voilà. Donc s'il y a un truc à retenir de cette conférence, c'est appropriez-vous les réseaux que vous souhaitez en fonction de vos cibles et soyez simplement le plus authentique possible si vous décidez de vous exprimer dessus. Ça, c'est important. Après, utilisez les outils à votre disposition pour automatiser ce qui est pénible et garder bien la valeur ajoutée qui est la vôtre. Cette valeur ajoutée, elle est sur le contenu essentiellement texte, sur ce que vous avez à raconter, puisque c'est pour ça que les gens vont vous suivre. Ouais. Tout simplement, lancez-vous. Si vous n'êtes pas sur un autre réseau, essayez, parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, tentez-le. Et vous verrez bien, et vous apprendrez de toute façon de vos erreurs, comme dans la vie. Est-ce que vous avez quelques questions? Non? Bon, ben, on va pouvoir aller boire un verre. Bien, merci à vous. Merci.